Et bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc, comme l'a introduit Léa, oui, on va parler ordinateur, on va parler caractéristiques, on va parler performance, on va parler un peu de tout ça, de façon, la plus simple possible et la plus accessible possible. Il va y avoir plusieurs petites thématiques. Donc déjà, on va faire un petit peu le tour, de ce qui existe sur le marché. On fera un petit tour sur les perfs, ce qu'il y a dans un ordinateur aussi, ce qui est important, hein, c'est même le principal. On fera un petit saut sur l'énergie, sur les évolutivités et les quelques petits points d'attention et je finirai par un petit lot de ressources qui sont disponibles sur le web pour vous, pour que vous ayez des réponses supplémentaires. Alors déjà, pourquoi ce meet-up? Pourquoi ce meet-up? Eh bien, pour pouvoir analyser, caractériser, estimer et comprendre un ordinateur et ce qu'il y a dans un ordinateur. Dans quel but? Eh bien, pour que vous puissiez avoir un ordinateur qui répond à vos besoins, tout simplement. Alors pourquoi? Alors, pourquoi un ordinateur aujourd'hui? Ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir, déjà, à jouer, à travailler, à modéliser des choses, à créer des choses, notamment là, un petit screenshot de 3ds Max avec un beau moteur, certainement d'un véhicule du futur. Voilà, voilà, multiples utilisations qu'on peut faire d'un ordinateur. Mais un ordinateur, il peut se présenter, sous plusieurs formes. Alors, on a, tout simplement, ce qu'on a le plus fréquemment aujourd'hui, c'est des laptops, autrement dit en bon français, des ordinateurs portables. Après, on a le format tour, qui lui, va permettre d'aller un petit peu plus loin d'un point de vue performance. Et après, on a aussi donc l'aspect périphérique externe, visible, hein, je parle, hein. On a les petits écrans, enfin «petits» entre guillemets, les écrans classiques, 28 pouces, 30 pouces, qu'on connaît tous aujourd'hui et on peut aussi avoir les grands écrans incurvés, limite pour se retrouver un peu comme au cinéma ou pour jouer, de manière, vraiment, très sympathique. Avant de passer à la suite, dans la présentation, je vais utiliser quelques acronymes. Voilà, j'en ai listé un certain nombre. Donc, on a FPS, donc ça peut être, donc version française, enfin version anglaise, ça peut désigner 2 choses. Donc le nombre de frames d'images par seconde ou le type de jeu, les first person shoot classiques. En termes là, ce sera plus de la performance, on a le GT par seconde, c'est du gigatransfert par seconde. Linux, donc c'est une form factor d'ordinateur. LOL, c'est League of Legends, hein, le célèbre jeu vidéo multijoueur. CM pour carte mère, CG pour carte graphique, CPU pour Central Process Unit, le composant principal de l'ordinateur et enfin le GPU, donc le Graphic Power Processing Unit qui, est l'aspect, ce qui va permettre d'afficher l'image à l'écran et de faire les rendus graphiques. Alors maintenant, la forme. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme forme de PC aujourd'hui dans le commerce? Alors, on a tout d'abord le PC portable. Alors le PC portable, c'est bien, c'est pratique. Parce qu'on peut le déplacer, on peut le transporter, on peut le faire fonctionner sur batterie. C'est tout intégré, c'est bien, on a une souris, un clavier, un écran intégrés dans un petit espace. Par contre, le problème avec ça, c'est que, comme c'est tout intégré, c'est tout miniaturisé et ça peut être des fois compliqué de réparer. Et en aspect technique,
bah, comme c'est tout intégré, tout est déjà prévu, bah, de fait, bah, c'est peu évolutif. La puissance, elle va être limitée du fait de l'évolutivité limitée. On a pareil une connectivité, qui est minimaliste. Aujourd'hui, les PC portables, on a 2, 3, 4 ports USB, un HDMI. Voilà, on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose et après, bah, comme c'est intégré énormément, bah, ça peut s'échauffer et donc ça peut aussi, bah, ça peut mal se ventiler, les composants peuvent être un peu plus fragiles. Bon, ils peuvent être plus soumis à un environnement un peu plus rude. Après, donc on a le format tour, celui qu'on connaît tous, celui qui date des années, 50, 60, 70, 80 pour les premiers PC. Alors c'est bien, c'est hyper aéré, on a des ventilateurs en pagaille, ça c'est super. Par contre, bah, c'est plus gros, c'est plus lourd, on le déplace pas comme ça, c'est pas transportable, puis parce qu'il faut le brancher à la prise pour que ça marche, donc c'est pas autonome et bah, pour, pouvoir afficher des choses, avoir des périphériques de saisie et bah, c'est tout en externe. Le clavier, la souris, l'écran. Par contre, c'est un form factor qui permet d'avoir des tarifs, complètement scalables. On peut très bien avoir, des PC tours, à quelques centaines d'euros, comme on peut en avoir à des milliers d'euros. Il y a pas de limite et comme on a de la place et ben, ça peut facilement se réparer, dans une certaine mesure, bien évidemment. Après, aspect technique des PC tours, bah, c'est évolutif. On peut donc, comme je l'ai dit, on peut adapter la puissance à ses besoins. On a une connectique qui est quasi illimitée. On peut rajouter ce qu'on veut. Mais par contre, eh bah, ça consomme légèrement plus qu'un PC portable. Là, on va plus être dans de l'ordre de la centaine de watts, ce qui commence à faire pas mal. Enfin, on a une forme de PC qui est apparue il y a quelques années maintenant, donc les mini PC, autrement dit les NUC. Alors c'est vraiment super ces petits PC parce que c'est vraiment petit, on peut les mettre partout, on peut les déplacer un peu de partout, mais c'est pas autonome. Il faut que ce soit branché quand même au secteur. On a toujours cette contrainte de rajouter clavier, souris, écran pour pouvoir l'exploiter. Mais par contre, on a l'inconvénient majeur du PC portable, c'est que comme tout est intégré et bah, ça peut se réparer moins facilement. Et enfin, donc, va avoir une évolutivité qui va être très limitée, on le verra plus tard. On va avoir une puissance qui va être limitée, bah, ne serait-ce que du fait de la ventilation qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est petit, donc il y a pas beaucoup d'espace. Ça peut être compliqué des fois selon ce qu'on veut faire avec. Après, on peut connecter tout ce qu'on veut en externe pour augmenter, la connectique. Donc on peut connecter un peu tout ce qu'on veut. Et l'avantage, c'est que on va avoir une consommation électrique qui va être très faible. Parce que vous imaginez bien que dans ce genre de petit boîtier qui fait 10 par 10 10 centimètres par 10, on ne peut pas mettre une alim de 600 watts. Ça, c'est pas possible. Ça ne rentre pas. Ça ne rentrera jamais. Donc ça veut dire que, déjà, premier point, en fonction des usages, il y aura une forme qui sera plus adaptée qu'une autre. Pour un PC tour, notamment, on va plus être sur de la bureautique, du jeu, du jeu à haute performance. Ça va être des bonnes stations de travail, où là, on va pouvoir mettre pas mal de ressources intérieures, de la RAM, du GPU, du CPU. On va retrouver ça dans le monde des serveurs et dans le monde, bah, de tous les jours, hein, chez nous, hein. En général, on a un PC fixe ou bah, qui peut être familial ou pas d'ailleurs. Après, on a le PC portable.
Bah, lui, bah, pareil, ça va être aspect bureautique, mais là, plus aspect professionnel. On va pouvoir faire du jeu dessus, mais quand même, avec moins de perf. Il va falloir moins être exigeant pour un PC portable. Ça va être une bonne station de travail au niveau pro, ne serait-ce que pour l'aspect mobilité. C'est quelque chose qu'on va pouvoir embarquer partout, dans tous les étages de la société, pour aller voir un tel ou un tel. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Et enfin, les NUC, eh ben, on peut faire à peu près tout dessus, mais à performance moyenne. Donc on va pouvoir faire de la bureautique, du jeu, on va pouvoir travailler dessus. Attention, il y a quand même des usages un peu limités. On va pouvoir retrouver même ça chez nous, hein, parce qu'un petit mini PC comme ça, ça vaut dans les 200-300 € pour des bonnes configs malgré tout. Donc ça peut amplement suffire pour ce qu'on veut en faire. Mais là aussi, le gros avantage, c'est qu'on peut se faire des bonnes stations de rétro gaming avec ça. On connecte ça à la télé, c'est le top. Maintenant Maintenant, côté perf et usage, eh bien, on a des tarifs moyens qui émergent, sur le marché. Donc on a grosso modo, on a cinq gammes de prix. Alors, on va dire entre 0 et 400 €, on va être sur du PC un petit peu ancien qui va potentiellement être reconditionné, qui va suffire pour un usage bureautique, pour un usage occasionnel. Voilà, faut pas trop en demander, mais ça peut dépanner. Ensuite, jusqu'à 750 € environ, voilà, c'est ce que j'appelle un PC de base. Voilà, on va toujours être sur un usage occasionnel, voire même quotidien. On va pouvoir faire un peu de bureautique, mais dans ces tarifs-là, bon, au niveau jeu, faut pas trop en demander non plus. On peut en faire un petit peu, mais bon. Jusqu'à un petit millier d'euros, là, on est sur une gamme de PC multimédia. Multimédia, ça veut dire qu'on va pouvoir, bah, regarder tout ce qui est film, faire du streaming, faire un peu de jeu en réseau, et avoir des bonnes performances. On va commencer à avoir quelque chose de vraiment de pas mal. Ensuite, on arrive à une tranche, vers entre 1 100 et 2 000 €. Alors là, on rentre vraiment dans un autre monde. Là, on rentre dans un monde où c'est vraiment les PC gamers, entrée de gamme et PC pro. Il faut savoir qu'un bon PC pro, notamment en termes de PC portable, ça peut toucher dans les 1 500 €. C'est pas c'est pas rare. Et après, au-delà de 2 000 €, bah, là, c'est des bêtes de course. On va pouvoir à peu près faire tout avec. Du jeu, du pro, de la modélisation 3D, de l'IA, tout. On pourra tout faire. Mais ça peut être très, très coûteux. Alors là, un petit clin d'œil à Extia Gaming, sur lequel j'ai pu récupérer un peu quelques informations, hein. Donc j'en ai tiré un peu quelques gammes de quelques types de jeux vidéo et sur d'autres retours que j'ai eus, début novembre, donc sur quelques usages logiciels un peu spécifiques. Alors, on va trouver donc des jeux de stratégie du type League of Legends. Ensuite, on va avoir une autre gamme qui est un autre type de jeu sont les MMORPG, donc du Guild Wars, du World of Warcraft, du FPS, donc Counter-Strike, du Warframe, du Valorant et d'autres. En termes de simulation, ça va être du Assetto Corsa, Forza Horizon, des jeux de simulation de course automobile qui demandent vraiment beaucoup de ressources. Et après, donc l'aspect en termes de logiciel pro, et bah, ça va être du SolidWorks, du 3D Studio Max, pardon, où là, bah, on rentre vraiment dans un autre monde, modélisation 3D.
heu et aussi, tout ce qui est, tout ce qui est estimation des efforts, sur une structure, mécanique, par exemple. Donc ça, en fonction des usages, et ben, il y a quelques éléments de l'ordinateur qui vont être à privilégier. Pour les jeux de stratégie, bon, on va avoir besoin d'un petit peu de CPU, un petit peu de GPU et un peu de RAM. Mais bon, ça va être équilibré. Il n'y a pas trop de gros besoins. Pour les MMORPG, on est à peu près dans la même verve. On peut avoir une machine entre guillemets «moyenne», mais on peut quand même s'amuser. Les FPS, eh ben, bizarrement, eux, ils demandent plus de ressources. Ils vont avoir besoin de plus de CPU, plus de GPU pour le rendu graphique et bon, par contre, des besoins en RAM standard. Alors pourquoi des besoins supérieurs en GPU? Eh bien, c'est en général, on est sur du jeu réseau multijoueur avec potentiellement plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines de joueurs dans un même salon. Et bah, pour récupérer toutes les données, faire les rendus graphiques, tout ça, et bah, ça va demander beaucoup plus d'efforts aux composants du PC pour arriver à ces fins. Après, donc l'aspect logiciel, alors là, on explose clairement les besoins CPU, les besoins GPU et les besoins en RAM. Pour tout ce qui est, traitement, vidéo 3D, oui, vidéo et 3D, en général, faut bien prendre au minimum 16 gigas à 32 gigas de RAM et c'est un minimum. Et pour le CPU, il faut prévoir un nombre de cœurs, qui va être, dans les gammes professionnelles, dans le haut du panier des CPU. Pour ceux qui connaissent, ça va être du Ryzen 9 ou du Intel i9 pour avoir, quelque chose du matériel correct. Et pour l'intelligence artificielle, notamment tous les modèles LLM, et les futurs, modèles, et bah, c'est pareil. Il va y avoir énormément de besoins un peu sur tous ces pôles-là, et d'autant plus que le besoin en RAM, là j'ai mis 4 plus, mais c'est limite plus, plus de plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a une explosion, du prix de la RAM, c'est assez effarant. Heu, entre 16 à 32 gigas de RAM, normalement, on les touche, à moins de 100 euros. Là, c'est plus 200-300 euros. C'est un peu la folie et ça risque pas de s'arrêter. Donc bref, petit aparté. On va faire maintenant une pe une passe sur les composants d'un ordinateur. Dans un ordinateur, il y a quoi? En standard, je parle. On va avoir, bah, une alimentation, un processeur, un ventirad pour ventiler. On va avoir du stockage. Donc aujourd'hui, c'est la le plus fréquemment, c'est du SSD, mémoire flash. On va avoir une carte graphique, mais bon, ça, c'est optionnel. On va avoir une carte mère, de la RAM et bien sûr, pour tout mettre dedans, eh ben, un boîtier qui va être ventilé avec un certain nombre de ventilateurs et d'aération. Derrière ça, on va connecter des périphériques externes, donc clavier, souris, des haut-parleurs. Alors, il arrive que les haut-parleurs soient intégrés à l'écran, mais c'est des petites puissances. Donc, un écran et imprimante scanner. Après, il peut y avoir nombre de périphériques qu'on peut connecter à un ordinateur. On peut avoir des lecteurs de disques durs externes. On peut avoir bah, tout ce qui est clé USB. Enfin, voilà, j'en passe et des meilleurs. La liste est très longue. Je vais maintenant passer, je vais faire une vue macro sur le système minimal de l'ordinateur. Alors qu'est-ce que j'appelle système minimal? Système minimal, ça va être
RAM, GPU, CPU. C'est ce qui va animer le PC. Alors, aujourd'hui, dans les PC, on a entre 4, on peut aller jusqu'à 64 gigas de RAM, même si dans le monde grand public, 64 gigas, c'est vraiment, ça devient, c'est encore rare. On commence à aborder du 32 gigas en standard. Donc, aspect OS et aspect usage. Donc jusqu'à 4 gigas de RAM. Bon, c'est des PC qui fonctionnent. Faut pas trop leur en demander, hein. On peut faire de la bureautique, du rétro gaming en termes d'usage. Et au niveau OS, on va être sur du Linux ou du Windows 10. Sur du 8 gigas de RAM, on va être pareil sur des usages bureautiques et un petit peu de gaming. On peut commencer à envisager aujourd'hui. En termes d'OS, on va même pouvoir mettre du Windows 11, mais un peu dégraissé. Voilà, on enlève tout ce qui est, OneDrive, tout ce qui est tous les bloatware qu'il peut y avoir sur Windows 11. Ça aide beaucoup. Et au-delà, eh ben, on peut à peu près tout faire aujourd'hui. Hein, dès qu'on a un PC où il y a 16 gigas de RAM dessus, on peut normalement, si le processeur ou CPU est relativement récent, ah ben, on peut installer n'importe quel OS dessus, que ce soit un Linux, un Windows. Tout est permis. Maintenant, le CPU. Alors le CPU, on a une notion de nombre de cœurs. Donc au début de l'histoire des processeurs, dans les processeurs, il y avait un seul cœur. C'était du monocœur. Il y avait on savait pas faire mieux. Au fil des années, on est passé à du dual core, quad core, octo-core, 12 corps, et ça n'arrête pas. Il y a de plus en plus de corps dans les processeurs. Alors aujourd'hui, pour avoir un ordinateur, on va dire, correct, c'est du quad core minimum, et avec un octo-core, eh ben, on s'en sort plutôt bien. Après, alors il y a les aspects marketing, hein. On vous dit, «Oui, processeur machin ça tourne à telle fréquence, à 4 gigahertz, et puis en RAM, dans le PC, il y a de la DDR5», en fait, bah, c'est pas le plus important. Le plus important, eh ben, ça va être ça, c'est les aspects techniques. Déjà, est-ce que si là, dans les applications un peu avancées, bah, je veux faire de la virtualisation, bah, est-ce que mon processeur, il y a les instructions à l'intérieur? Est-ce que je peux l'overclocker? Et surtout au niveau, PCI Express, donc PCI Express, c'est la norme qui est utilisée pour, dialoguer avec tous les périphériques du PC, périphériques internes, et bah, ça va avoir un impact direct sur le rendu graphique. Mais ça, j'y reviendrai après. Maintenant, le GPU. Alors imaginons que notre GPU, c'est un pilote de course. Voilà, on s'est acheté la dernière carte graphique à la mode, une RTX, je sais pas, 70-80 par exemple. Voilà, on a une super carte graphique, mais bah, notre PC, bah, il a un peu quelques années. Donc le résultat, c'est que si on met notre super carte graphique dans notre, vieux PC, et ben, on risque d'avoir ça. On risque d'avoir un PC. Oui, certes, on va exploiter, un petit peu, bah, les dernières technologies de rendu graphique, hein, tout ce qui est ray tracing et compagnie, mais bah, c'est le CPU qui va pas suivre, et là, là, ça va être un peu catastrophique. On verra les conséquences après. Le PCI Express. Donc, on voit que c'est le bus qui est au milieu de tout. C'est lui qui fait le lien, notamment entre le CPU et le GPU, entre les CPU et la carte réseau, entre les CPU, la carte son. Enfin, il fait le lien avec tout. Donc,
Si je parle spécifiquement des cartes graphiques, et bah, le PCI Express, bah, anciennement, bah, c'est l'AGP. Je sais pas s'il y en a qui ont connu, ce port de com dans les PC. On avait déjà une notion de largeur de bus, donc c'était du fois 4 fois 8 de mémoire et bah, plus on est avancé dans le temps et plus le PCI Express, bah, s'est imposé et pour tout piloter. Donc pareil, on a une notion de largeur de bus, donc de fois 1 jusqu'à fois 16. Donc cette valeur, c'est, en fait, ça représente le nombre de canaux PCI Express qui vont être utilisables par le périphérique qui va être connecté sur le port. Et on a une notion de bande passante, donc en gigatransferts par seconde. Mais c'est pas tout. Le PCI Express, il a évolué au travers du temps. On a une première génération qui est apparue en 2003, puis une 2 en 2007 et ainsi de suite. Aujourd'hui, si je me focalise sur les cartes graphiques, on trouve plus généralement des des normes gérées du Gen 4 ou du Gen 5. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que, eh ben, la Gen 7, eh ben, elle est déjà prête, mais elle n'est pas encore utilisée par les fabricants parce qu'elle est trop récente, en fait. Ça veut dire que, bah, la carte graphique, enfin notre PC, donc qui, implémente, notre, PCI Express, Gen 5, par exemple, on lui met la carte graphique et bah, ça veut dire que pendant 4 ans, 5 ans et bah, notre PC, bah, il va être quand même assez performant bah, pour tout ce qui est jeux vidéo, pour tout ce qui est u utilisation gourmande. Donc ça, c'est un bon indicateur. 4 à 5 ans de durée de vie, vraiment perf au top. Après, ça se dégrade avec les années. Donc, si on revient sur ces histoires de bande passante, merci. On a on a sur la Gen 3, on est à 8 gigatransferts par seconde, en Gen 4, 16 gigatransferts par seconde et en Gen 5, 32 gigatransferts par seconde. À chaque fois qu'on incrémente la génération, on multiplie par 2 le débit. Ça veut dire qu'en Gen 7, on va être à 128 gigatransferts par seconde. C'est énorme, c'est énorme. Alors, cette valeur dans gigatransfert par seconde, on peut la convertir pour avoir une idée en gigabits seconde. Donc là, c'est pour information. Hein. Si on prend, j'ai pris l'exemple d'une carte graphique qui embarque un processeur NVIDIA RTX 4070 Ti. Donc on est en Gen 4. On est en Gen 4. Nous, le fabricant, il nous spécifie, il nous dit, bah, ça a une bande passante de 21 gigatransferts seconde, soit 504 gigaoctets par seconde. Et la largeur de bus de notre carte graphique est 292 bits. Et en fait, bah, notre valeur de gigabits seconde, eh bah, c'est donc notre débit max, donc 16 gigatransferts par seconde, le cas présent, multiplié par nos 180, notre largeur de bus, donc 192 bits. Donc on retombe sur nos pattes, on a 500 gigaoctets par seconde. Ce sera tout pour les aspects vraiment techniques, technico-techniques au niveau calcul. Il y a un concept important à appréhender, c'est le concept de goulot d'étranglement. Dans le sens où on a un lien très fort, vous l'avez compris, entre le CPU, la carte mère, le GPU et le lien entre les 2, le PCI Express. Ce qui va se passer, c'est que on va prendre un exemple concret. On prend notre CPU et notre carte mère qui supportent un
un PCI Express génération 4. En face, on a un GPU qui va supporter, pareil, du PCI Express Gen 4. Bah là, on va être équilibré. Les 2 composants, ils vont fonctionner ensemble de façon optimale. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, autre exemple, bah, mon CPU, donc il est en Gen 4 et mon GPU, il est en Gen 3. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, mon CPU, il va pouvoir débiter plus de données. Moi, mon GPU, bah, il va un peu souffrir. Donc on va obtenir des saccades d'images quand on va vouloir avoir des gros rendus. D'où le et là on attaque le concept de FPS, d'image par seconde. Et à l'inverse, et là ce qui est un peu plus mauvais, c'est supposons que j'ai mon PC qui est en Gen 4, donc mon CPU en Gen 4 et j'ai mon GPU qui est en Gen 5. Donc ça veut dire que là, dans ce contexte, eh ben, j'ai mon GPU qui va avoir des capacités supérieures au CPU. Donc c'est le GPU qui va s'adapter au CPU. Mais ça veut dire aussi, eh ben, que, un exemple concret, il y a un risque de saturation du bus PCI Express. Exemple simple, je suis sur un Ryzen 5 avec ma carte graphique. Mon Ryzen 5, lui, il gère du Gen 3. Mon GPU, il gère du Gen 4. Donc, je vais être bloqué à un débit max à 16 gigatransferts seconde. Donc, d'une part, ça va pas être très bon parce que ça va être déséquilibré. Ça va pas être très bon parce que bah, le CPU, lui, bah, il va galérer bien comme il faut. Et puis en plus, la superbe carte graphique qu'on vient juste d'acheter, toute récente, et bah, on va l'exploiter à 30 de ses capacités. Donc c'est pas génial. Par contre, si je prends un processeur qui est plus performant et que je mets cette carte graphique, et ben là c'est le GPU qui va, entre guillemets «souffrir» un petit peu plus, mais le CPU, lui, il va fonctionner de façon optimale. Donc ça va être un peu moins déséquilibré, mais il vaut mieux ça. Voilà, donc les conséquences de ces goulots d'étranglement dans les 2 cas, et c'est que, bah, si j'ai un goulot d'étranglement au niveau GPU, oui certes, je vais avoir un rendu un peu moins sympathique. Allez, au lieu d'avoir, 60 FPS sur certains jeux, bah, je vais peut-être en avoir 50 ou 40, peut-être. Mais par contre, tout ce qui tourne en arrière-plan au niveau de l'OS, ça va toujours fonctionner. Il va y avoir aucun problème. Par contre, un goulot d'étranglement CPU, alors non seulement je vais avoir ça va laguer, je vais avoir des saccades, mon système, bah, il va être ralenti parce que, bah, le CPU, il va être surchargé et donc il va y avoir une baisse de performance. Le CPU, lui, il va tourner plus rapidement, il va plus forcer, donc il va plus chauffer. Lui, le GPU, bah, limite, il va se rouler les pouces. Donc c'est pas terrible. Moralité moralité, bah, il vaut mieux favoriser un goulot d'étranglement GPU, quitte à ne pas exploiter pleinement sa carte graphique. Voilà. Maintenant, bon, c'est bien beau tout ça, mais tous ces composants, eh bah, ça consomme et pas qu'un peu. J'ai fait un petit bilan énergétique de tout ce que peut consommer un PC. Donc, il y a un premier bloc qui est la carte mère, la RAM, l'USB, enfin les USB, en fait tous les périphériques qui sont intégrés à la carte mère. Ça, faut compter à peu près 100 watts. Le processeur, bah, ça dépend des processeurs. Sur les plus petits processeurs, on va être dans les 50-65 watts.
Pour les plus gros, on va pouvoir taper les 100-120 watts. Bon, ça dépend. Les SSD, c'est de la flash, ça consomme pas beaucoup, c'est 5 watts par disque en moyenne. Attention au LED, si on a beaucoup dans le PC, ça peut monter jusqu'à 150 watts, mine de rien. La carte graphique, et là, c'est pareil, c'est très, très variable. On a les petites qui vont pouvoir consommer, pareil, quelques dizaines de watts, mais par contre, on peut monter jusqu'à 600 watts pour certains modèles. C'est énorme. Et d'ailleurs, ça pose certains problèmes que j'évoquerai après. Pour les disques durs donc classiques à plateau, donc c'est 15 watts, c'est pas grand-chose. Les ventilateurs, bah, ça consomme un petit peu quand même, 2 watts par ventilo. Donc si on commence à en avoir une petite dizaine, et bah, ça fait 20 watts, mine de rien. Après, des périphériques qu'on trouve un petit peu moins dans les PC aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus les slots disponibles, de moins en moins. C'est tout ce qui est lecteur optique et graveur CD, DVD, Blu-ray. Donc ça, pareil, ça consomme pas grand-chose. Donc, on peut dire que de base, pour un PC de base, on a 500 watts, un premier caddie de 500 watts, sur lequel on va rajouter une petite marge de 150 watts. Donc ça veut dire que de base, il faut une alim de 650 watts, 700 watts pour être tranquille. Au moins, ça va bien tourner comme ça et il n'y aura pas de souci de fonctionnement. Donc ça consomme, donc ça va générer de la chaleur. Donc il va falloir refroidir. Plusieurs techniques de refroidissement. Donc on a trois types. On a les ventirades classiques, hein, qui sont souvent livrés avec les processeurs, notamment les processeurs Intel, hein. J'ai changé le mien, il avait 10 ans. Ça tient bien, mais bon voilà, ça fait le taf. Après on a une gamme de ventirades un petit peu renforcée, hein. C'est en général, c'est les blocs qu'on pose à la verticale sur le processeur, donc avec la pâte thermique bien évidemment, sinon il y a un petit souci. Et après, on a donc la gamme au-dessus, une gamme silencieuse qui est le water cooling. Alors, j'ai pas d'infos particulières, j'ai jamais expérimenté. C'est juste un peu plus coûteux et bon, faut faire attention qu'il y ait pas de fuite de liquide de refroidissement, c'est tout. Voilà. Et après, bah, c'est le refroidissement, donc ça va extraire la chaleur, mais cette chaleur, eh ben, va falloir l'évacuer. Et justement, ça va être le rôle des ventilateurs qu'il va y avoir dans le boîtier du PC Tour ou du PC portable d'ailleurs. Et donc, c'est comme dans une voiture, on a une admission d'air, on va aspirer l'air froid de l'extérieur, l'air frais de l'extérieur. Donc en général, c'est en façade du boîtier et on va échapper toute la chaleur donc évacuée par les ventilos à l'intérieur du boîtier, donc vers l'arrière du PC. On va essayer d'avoir un flux d'air constant, de telle sorte à, avoir une température constante dans le boîtier. Alors, vous allez me dire, quelle peut être une température correcte dans un boîtier? Bon, ça, on peut monter jusqu'à 30 degrés, 40 degrés dans un boîtier, ça pose pas de souci. Au niveau des processeurs, heu, bon, ça dépend des processeurs, mais faut éviter de monter dans les 70, 80, 90 degrés parce qu'après c'est le silicium qui va pas aimer et il risque d'y avoir quelques problèmes de fiabilité. Un petit tour sur l'upgrade. Donc on a 2 types 2 types, enfin 2 lots, 2 lots, 2 types de PC. Donc on a les PC Tour, hein, qui sont, très facilement upgradables et on a le deuxième lot, tout ce qui est PC portable et NUC, les mini PC. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut upgrader dans les 2 cas? Eh ben, ça va être les disques durs et la RAM.
mais c'est à peu près tout. Pour les PC tours, eh bien, on va pouvoir upgrader le reste. Tout ce qui est carte graphique, boîtier, alim, ventirad, carte mère, processeur, voilà. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors maintenant, attention, il y a des choses qu'il faut faire, hein, quand on veut s'acheter un PC ou qu'on veut monter son PC soi-même ou le faire monter par quelqu'un, hein, c'est toujours pareil. Eh bien, c'est se renseigner sur les composants, hein. Donc, il y a eu des problèmes de gravure de certains CPU de la gamme Intel 11e génération, qui ont provoqué une dégradation, dégra dégradation au fil du temps, de ces processeurs qui, au bout d'un moment, bah, ne fonctionnent plus, tout simplement. C'est un peu dommage. Il y a aussi une notion de poids. Donc pourquoi, sur les cartes mères, on a bien souvent maintenant le port, PCI Express, x16, donc celui dédié pour la carte graphique, qui est renforcé avec une armature métallique. Et ben, il faut savoir que certaines cartes graphiques peuvent peser plus de 600 grammes. Donc, c'est vraiment ça commence à être très, 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 très lourd. Donc, le seul conseil que je peux vous donner si vous souhaitez mettre ce genre de carte graphique dans vos PC, et ben, c'est de bien les attacher, de bien les visser et éviter de déplacer le PC quand il est en fonctionnement. Ça peut éviter, des problèmes de sortie de carte graphique du slot ou des courts-circuits qui peuvent être très dommageables. On peut aussi avoir des problèmes de compatibilité entre certains composants. Bon, cela dit, ça devient rare, ça devient très rare. Mais à une époque, il y avait, des problèmes de compatibilité entre certains CPU Intel et des cartes graphiques AMD. Ça se passait pas très bien. Après, au niveau des spécificités hardware, notamment donc chez Nvidia, la gamme des RTX, 50, et RTX 5000. Alors je ne sais pas si vous avez dû voir des posts sur Facebook ou ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux. Et bah, ces gammes de cartes graphiques, elles consomment énormément. Donc la RTX 5090, elle peut consommer au maximum 575 watts à elle seule. C'est beaucoup mais il faut se dire que ces 575 watts, à tout ce courant-là, bah, il passe par le petit connecteur, Molex, qui est là. Donc, bah, des fois, bah, ça brûle et après, bah, ça marche plus. Donc attention à ce genre de petits détails. Renseignez-vous bien sur les composants. Éventuellement, vérifiez qu'il y a pas de souci au niveau matériel. Maintenant, bah, dans les faits, hein, dans les faits, quelques petites questions qu'on peut se poser. Alors déjà, est-ce que je dois me procurer la dernière carte graphique la plus performante du marché? Eh ben, je dirais, bah non, pas forcément, hein, pas forcément. D'une part, ça dépend de votre usage et puis il faut savoir que, la super carte graphique, que vous allez acheter, plusieurs centaines d'euros, et ben, vous pourrez l'exploiter pleinement, d'ici 5 ans. Du fait, l'évolution des jeux vidéo, l'évolution du soft, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités, prise en charge de rendu, tout ça. Bon, pour les hardcore gamers, ça peut avoir un intérêt. Pour les autres, bah, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que mon PC est obsolète? Eh bah, pas forcément, ça dépend de son usage. Voilà, personnellement, j'ai un PC fixe, chez moi que j'ai monté en 2014. Il est toujours là, il a 11 ans. Bon, j'ai fait quelques petites upgrades,
de temps en temps, mais il fonctionne toujours bien, il répond toujours bien, il supporte Windows 11. Pourquoi je devrais le changer? Il répond à mes besoins, donc je n'ai aucun intérêt à le remplacer. Après, quel entretien? Alors, il y a un minimum d'entretien à faire sur un PC quand même. Et ben, un peu de dépoussiérage de temps en temps à l'extérieur, à l'intérieur aussi du boîtier pour enlever les moutons de poussière. Hein, il y a des, en magasin d'informatique, vous pouvez trouver des petites bombes à air comprimé, hein, pour enlever la poussière dans les petits coins. Il faut savoir que la poussière accumulée peut créer des courts-circuits sur la carte mère. Attention. Il faut aussi, de temps en temps, bon ça c'est surtout pour les PC, tours, remplacer la pâte thermique, qu'il y a au niveau du CPU, hein, donc tous les 5, ouais, grosso modo tous les 6 ans, 6-7 ans, ça peut se remplacer. Plus souvent si le processeur est amené à chauffer un peu plus. Et puis aussi, bah, changer le ventirad. Si à un moment donné vous entendez un peu trop le ventilateur de votre ordinateur tourner, c'est qu'il y a potentiellement un problème et qu'il est peut-être temps de changer le ventirad. Et enfin, est-ce que mon PC est là et qu'est-ce que j'ai écrit? Est bien. Est-ce que mon PC est bien? Eh bien, bah, c'est que, bah, un bon PC, bah, c'est celui qui va satisfaire tout simplement vos besoins. Pourquoi prendre une bête de course si vous avez juste besoin de faire de la bureautique? Voilà. Donc gardez ça à l'esprit. Enfin, un peu quelques ressources qui peuvent être utiles. Donc déjà, bah, il y a un petit site internet que j'ai trouvé, durant mes recherches qui permet de calculer justement le goulot d'étranglement entre CPU et GPU. Vous mettez votre CPU, vous mettez votre GPU et vous regardez, ce que ça donne. Alors il y a 3 cas possibles: pas de goulot d'étranglement CPU ou GPU. Pour diminuer un goulot d'étranglement CPU, il y a une solution, bon, qui peut fonctionner, c'est d'augmenter la résolution de l'écran et donc intrinsèquement et bah, de changer l'écran, bah, par exemple de prendre un écran incurvé. Ça fera un peu plus travailler le GPU et un peu moins le CPU. C'est une astuce. Après, bon, il y a plusieurs, sites qui proposent des configurateurs de PC tout simplement. Donc il y a chez Memory PC, Matériel.net, il y en a plein d'autres, je ne les ai pas tous listés. Voilà, ça peut donner une idée, en termes de compatibilité entre matériels, en termes de coût aussi. Et enfin, bah, les informations techniques CPU et GPU, bah, tout simplement sur les sites des fabricants, sur les fiches produits des ordinateurs assemblés. Donc, focalisez-vous sur les références de CPU, le nombre de cœurs. Donc, ne vous fiez pas à la fréquence de fonctionnement. Il faut savoir qu'en règle générale, maintenant, les processeurs modernes, ils tournent, 80 du temps à dans les 2,5 Go, 2,6 GHz. C'est une histoire de power management et ils adoptent le mode turbo, quand il y a besoin, pour délivrer la puissance à la demande. Après, bah, vous pouvez chercher aussi notamment sur les GPU, des benchmarks, depuis votre moteur de recherche préféré, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne sur différents jeux, sur différentes applications. Et enfin, une source aussi, utilisable, bah, c'est tout simplement les boutiques d'informatique qui vous proposent, des PC assemblés, qui vous proposent, d'assembler les PC à votre place. Alors ce qui peut être intéressant dans l'histoire, c'est que, si c'est eux qui assemblent le PC, votre nouveau PC, bien souvent vous pouvez bénéficier d'une garantie, de plusieurs années sur les pannes matérielles
et ça peut être intéressant. Voilà et ben, merci de votre attention.